Comme c'est le cas dans de nombreuses villes en Flandre, l'histoire de l'île trouve son origine dans une légende de géants, celle de Lydéric et Finart. On trouve encore aujourd'hui la représentation de ces géants sous forme de personnages faits de bois, carton et tissu qui sont montrés lors des festivités de la ville. Voici cette légende. En l'an de grâce 620, Salvart, prince de Dijon, chassé de Bourgogne, se rend en Angleterre avec son épouse, alors enceinte. Traversant un bois dans la région, il est tué par le seigneur des lieux, le géant Finart. Mais sa femme réussit à s'échapper. La Vierge lui apparaît alors et prédit que l'enfant qu'elle porte en elle vengera son père, tuera Finart et deviendra seigneur à sa place. Quelque temps plus tard, elle met au monde un garçon qu'elle cache avant d'être rattrapée et tuée par Finart. Cependant, le bébé est recueilli par un ermite qui le baptise de son propre nom, Lydéric, et le fait nourrir par une biche. Comme annoncé par la prophétie, une fois devenu adulte, Lydéric venge ses parents et tue Finart lors d'un combat singulier. Ce combat eut lieu en l'an 640 au pont de Fain et en présence du roi Dagobert. Lydéric ayant hérité des terres du géant, les habitants vinrent peupler les alentours du château, créant ainsi la ville de Lille. Lydéric et ses successeurs administrèrent ensuite ces biens sous le titre de forestiers de Flandre. Mais tout ceci n'est qu'une légende. La véritable histoire de l'île commence au XIe siècle. Quoique la ville ait probablement existé bien avant, elle est citée pour la première fois en 1066 dans une charte accordée à la collégiale Saint-Pierre, une des paroisses de l'île, par Baudouin V, comte de Flandre, qui habite alors le château du Buc sur une île de la Deule. Nous sommes alors à l'époque où le comté de Flandre dépend de la couronne de France, mais étend son territoire dans toutes les directions. Cependant, l'île n'est encore qu'une petite bourgade féodale bâtie au pied du château du Buc, à l'emplacement actuel de la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Au XIIe et XIIIe siècle, l'artisanat va ensuite prendre un essor fabuleux. En recevant la laine d'Angleterre, les villes flamandes deviennent des producteurs de draps les plus riches d'Europe. Un concours de circonstances amena une femme à la tête de la Flandre, la comtesse Jeanne de Constantinople. Nommée ainsi en souvenir de son père Baudouin IX qui participa à la quatrième croisade et qui s'empara de Constantinople. Il y mourut malheureusement. Ses filles, Jeanne et Marguerite, furent élevées par le roi de France Philippe Auguste. Celui-ci maria Jeanne à Ferdinand de Portugal. Mais après la révolte du comté de Flandre contre la couronne, Philippe Auguste écrasa l'armée de Ferdinand et le captura en 1214 à Bouvines, non loin de Lille. Jeanne dut gouverner pendant les 30 ans que dura l'absence de son mari. Elle était pour l'île un symbole de charité. Elle fit notamment construire l'Hospice Comtesse en 1245, où elle s'occupait elle-même des pauvres et des lépreux. La comtesse fit d'ailleurs des émules jusqu'au XVe siècle, époque à laquelle un riche bienfaiteur nommé Jean de Gambes, dit le Gantois, fonda un autre hôpital, l'Hospice gantois. La comtesse Jeanne développa également beaucoup le commerce lillois et fit aménager la Deule pour le trafic fluvial. La ville fut ensuite prise et reprise par le roi de France Philippe le Bel
et passa sous son gouvernement direct en 1304. Mais par l'effet d'un mariage, en 1369, elle passa aux mains des ducs de Bourgogne, dont elle devint l'une des capitales. Le plus important de ces ducs, Philippe III, dit le Bon, fit de Lille sa résidence principale, où il construisit le palais Riour de 1452 à 1467. Le duc devenait alors plus puissant que le roi de France, car il était à la tête d'un immense domaine, comprenant la Bourgogne, la Flandre, l'Artois, la Somme et la Picardie, un domaine scindé en deux et pourtant aussi riche que la florissante Venise. C'est Philippe le Bon qui fit de Lille une capitale administrative et financière. Philippe le Bon. Le Bon ne veut pas dire que le duc de Bourgogne était aimable, mais plutôt fin politicien. Il était diplomate, fantasque, généreux, séducteur. On lui connaît 3 épouses légitimes et 24 maîtresses, mais aussi colérique et orgueilleux. Entre autres anecdotes, c'est lui qui livra Jeanne d'Arc aux Anglais en 1430. Au palais Riour, en 1454, il présida la fête du vœu du faisan, le plus gigantesque des banquets connus au XVe siècle. Par ce vœu, il promettait de partir en croisade. Au cours du banquet, un faisan était présenté au duc, et tous les chevaliers prêtaient alors serment aux dames présentes et aux faisans d'aller délivrer Constantinople du joug des infidèles. Voici quelques exemples de serments. Hugues de Longueval jura que, une fois parti, il ne boirait plus de vin avant d'avoir tiré du sang d'un infidèle. Antoine de Tournai promit, lui, de donner un coup d'épée sur la couronne d'un roi infidèle. Louis de Chevalard se proposa de combattre un Turc à pied avec le bras armé d'un seul gantelet. Finalement, le projet est resté sans suite. Après l'effondrement de la maison de Bourgogne en 1477, la Flandre et le duché deviennent domaine des Habsbourg, sous tutelle de Charles Quint. De nouvelles activités, telles que l'orfèvrerie, le coton, la brasserie et le bâtiment, connaîtront alors une rapide croissance. Le roi d'Espagne autorise en 1652 la construction de la vieille bourse de Lille par l'architecte Julien d'Estrées. Cependant, contrairement à d'autres villes comme à Arras, les constructions lilloises restent de style flamand et non espagnol. En 1667, l'île est reprise aux Espagnols par Louis XIV en personne, lequel chargea le maréchal Vauban de construire ici la reine des citadelles. Le roi Soleil fit de l'île sa capitale des provinces du Nord. La ceinture de remparts érigée par Vauban autour de la ville gêna longtemps son expansion et on dut la détruire en 1922. Louis XIV manifesta un grand intérêt pour l'île puisqu'il s'y est rendu 11 fois. Par ailleurs, il commanda à l'architecte Simon Voland un arc de triomphe à sa gloire, la porte de Paris. En 1708, pendant la guerre de succession d'Espagne, l'île subit l'attaque d'une coalition menée par Marlborough, duc anglais commandant de l'armée des Pays-Bas. Mais cette tentative d'annexion est contrecarrée pendant 41 jours par le maréchal Boufflers, qui défendait la citadelle, verrou de sécurité sur la route de Paris. En 1792, pendant la Révolution française donc, 34 000 Autrichiens assiègent l'île. L'ancienne église, Saint-Étienne, est alors complètement détruite. Le maire de l'époque, dit maire André, dont le nom exact est François-André Bonte, appelant la population à la lutte, repousse l'assaut et préserve la ville de l'invasion. Pour commémorer cette résistance héroïque des Lillois,
Une colonne surmontée d'une statue de déesse fut érigée en 1845. En 1804, l'île devient, sur décision de Napoléon Ier, chef-lieu du département du Nord, à la place de Douai. En 1858, la ville annexe plusieurs communes voisines, faisant presque doubler sa population. Ces anciennes communes sont aujourd'hui des quartiers: Fives, Oisem, Esquermes et Moulins-l'Île. Le XIXe siècle fut à Lille, comme dans toute l'Europe, placé sous le signe des industries, de la technique, mais aussi de la pollution, de l'insalubrité et du mécontentement populaire, lequel grandira jusqu'à l'avènement du Front populaire en 1936. C'est dans le quartier le plus populaire de Lille, le quartier Saint-Sauveur, que le 23 juillet 1888, la chorale de la Lyre des Travailleurs entonne pour la première fois l'Internationale. En 1896, Gustave Delory devient le premier maire socialiste de France. C'est d'ailleurs dans ce même quartier Saint-Sauveur que fut édifié en 1925 le nouvel hôtel de ville et son beffroi par l'architecte Émile Dubuisson. Et c'est au pied de ce monument que nous vous donnons rendez-vous pour le début de votre visite guidée.